moi j'ai, dans un premier temps, effectivement, choisi de questionner cette Villa Barbaro en jouant sur un concept qui existe dans le romantisme allemand, un concept issu du romantisme allemand. Ce concept, c'est le concept d'œuvre d'art totale. Je propose qu'on le reprenne partiellement, œuvre d'art totale, pas complètement, pas encore à la Villa Barbaro, mais plutôt une création totale ou bien une œuvre d'art globale, c'est à voir. Alors, pourquoi? Parce que la Villa Barbaro nous invite à contempler une création totale, une œuvre d'art globale, liant les fresques de Véronèse, dynamisées par les stucs d'Alessandro Vittoria, et tout cela amène la peau des parois internes de l'architecture d'Andrea Palladio. Donc c'est aussi sur ce point que s'opère une distinction, œuvre d'art totale, création totale ou œuvre d'art globale. Architecture, sculpture et peinture sont réalisés par trois artistes contemporains les uns des autres, et cela tel que l'imposait à Venise le système traditionnel des guildes, c'est-à-dire une division des arts répartis en panoplies d'artisans et de commerçants. Ce système traditionnel des guildes à Venise maintenait des barrières concrètes entre les arts, les divisant en fonction de leurs différences techniques, refusant de fait toute union de l'architecture, de la peinture, de la sculpture, comme cela pouvait par exemple se pratiquer de manière assez empirique dans l'atelier de Florentin au Quattrocento de Verrocchio. On pratiquait la sculpture, la peinture, on réalisait les cadres pour les politiques, mais également les peintures. Ou bien, au Cinquecento, c'est-à-dire au XVIe siècle, dans la fondation créée par Vasari, une fondation pour une académie artistique qui avait pour ambition de rassembler les trois arts, l'architecture, la peinture et la sculpture sous l'égide du disegno, du dessin à Mienne, c'est-à-dire de la pensée, de l'intellect, de l'idée. Donc, on ne peut pas parler d'une œuvre d'art totale, mais on peut reprendre partiellement ce concept. Alors, de même, puisqu'on est en terminale option facultative invité à questionner la question de la présentation, il faut quand même brosser rapidement en tout cas le contexte pour saisir l'œuvre. Donc, cette Villa Barbaro se trouve à Macer, au nord-ouest de Venise, en Vénétie, dans le nord d'un pays que nous nommons aujourd'hui l'Italie. C'était un espace architectural privé qui, inscrit depuis 1994 au patrimoine mondial de l'UNESCO, se visite aujourd'hui comme un musée, ce qui rappelle à l'évidence la nature in situ de l'œuvre. Parler des fresques de Véronèse à la Villa Barbaro, c'est analyser une œuvre in situ, on y reviendra, mais aussi, en reprécisant ce contexte, c'est évoquer à l'évidence une certaine dénaturation contemporaine de l'espace de présentation, avec lequel on porte donc les peintures de Véronèse, un espace qui n'est plus habité, mais seulement visité, non plus par des hôtes, des invités, mais par des spectateurs ou des promeneurs. Aussi, de notre 21e siècle animé, il faut s'immerger dans un 16e siècle où n'existe pas l'Italie que nous connaissons, mais où coexistent des cités-États. En effet, Macer se trouve en terra firma. C'est une zone située à l'extérieur de la capitale de la République vénitienne, à environ une soixantaine de kilomètres de Venise. 1h19 en voiture, exactement, Venise en direction de la Villa Barbaro. Alors, les commanditaires de ce vaste projet ont passé une double commande contemporaine l'une de l'autre, qui met en jeu l'échelle humaine par la construction architecturale et la décoration picturale et sculpturale. Ces commanditaires sont les propriétaires de la villa, les frères Marcantonio et Daniel Barbaro, qui, appartenant à l'une des plus grandes familles patriciennes de Venise,
une famille qui faisait partie de la noblesse vénitienne, sont à la fois d'éminents humanistes, des amateurs d'art raffinés, mais aussi de fidèles serviteurs de la République. Tous deux vont par exemple assumer des missions d'ambassadeurs à l'étranger. Comment ces artistes et ces commanditaires se rencontrent-ils? Alors, dans les années 1550, Daniel Barbaro, ici représenté, réalise une édition critique d'un ouvrage important à la Renaissance. Cet ouvrage, c'est le De Architectura de Vitruve. Vitruve est un architecte romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est un traité qui est important pour les artistes de la Renaissance parce que c'est l'un des rares qui est parvenu jusqu'à la Renaissance et qui contient des données importantes, qu'il est considéré, ce De Architectura de Vitruve, comme une véritable grammaire classique qui va donc exercer une influence considérable sur l'architecture, une influence considérable sur la sculpture, notamment parce qu'il va témoigner des canons, des proportions des sculptures antiques. Alors, pour le traduire et pour le commenter, justement, Daniel Barbaro collabore avec l'architecte Andrea Palladio, dont il fait l'éloge pour plusieurs raisons. Pour Daniel Barbaro, Palladio, c'est celui, je cite, qui a choisi les plus beaux styles des anciens dans toute Italie et qui a mesuré toutes leurs œuvres encore existantes. Donc, une grande connaissance de l'Antiquité, mais aussi Palladio, pour Barbaro, c'est celui qui a réalisé des édifices qui rivalisent avec ceux des anciens. D'une certaine façon, un architecte de la Renaissance qui, par son art architectural, arrive à faire revivre l'art antique. Et ça a toute son importance, on y reviendra. Alors Palladio, il a quand même des résonances avec le parcours de Véronèse. Il est formé par un humaniste, le Trissin, qui va s'apercevoir du talent de ce jeune homme alors qu'il est embauché comme un jeune maçon pour la construction de la villa de Tricoli. La villa de Tricoli, c'est la villa du Trissin. Et donc, à partir justement de ce statut de jeune maçon, eh bien, Palladio va être formé par le Trissin et formé à l'architecture. Donc, il va lui apprendre toute la grammaire classique, il va lui faire dessiner les ruines antiques. Et d'ailleurs, Palladio écrira de nombreux ouvrages théoriques sur l'architecture. D'autre part, Daniel Barbaro est l'auteur du programme iconographique des nouvelles salles du Conseil des 10 du Palais des Doges à Venise. Donc, le Conseil de 10, c'est un puissant conseil qui est chargé de la sécurité de la République. Et justement, au plafond de la salle de l'audience, dans ce nouveau type d'encadrement inspiré des décors de voûtes romaines, c'est un plafond à caissons assez lourd avec ses dorures et des caissons de forme rectangulaire ou ovale. Eh bien, le jeune Véronèse, qui est à l'époque un jeune assistant du peintre Concino, se voit confier 4 des 9 toiles, dont le grand médaillon du centre, qui est d'ailleurs aujourd'hui exposé au Louvre. À Venise, on peut contempler une copie. L'original est au Louvre. Donc la voici. Donc ce médaillon représente Jupiter, foudroyant le vice. Et on peut d'une certaine façon déjà, par une analyse rapide, comprendre pourquoi Daniel Barbaro a choisi Véronèse pour sa villa. Alors, nous avons Jupiter, représenté par un effet de raccourci assez spectaculaire, qui est en train de chasser les vices, ici, donc voilà, qui occupe les 2 tiers de la figuration. Donc Jupiter, le point en avant, c'est un Jupiter vengeur, il est accompagné de son aigle, qui l'appuie avec ses ailes noires déployées, mais également d'un jeune acolyte qui a les ailes également déployées et qui tient un livre, c'est le livre des lois. Donc, ce Jupiter est représenté de manière parallèle et perpendiculaire au plan de la représentation. C'est vraiment, ce n'est pas très net. Je suis désolée sur la projection. Alors que tous les vices
l'ensemble des vis sont représentés par des diagonales divergentes, selon un angle de vue qu'on appelle la soto in su, c'est-à-dire vue de dessous. Et donc on peut imaginer d'une certaine façon que Daniel Barbaro a pu être impressionné par cette maîtrise déjà des raccourcis, de l'équilibre de la composition par les effets de contrepoint, et aussi cette utilisation importante à la Villa Barbaro de la nuée, cette nuée par exemple qui envahit l'espace par le haut, suivant Jupiter, parcourt l'ensemble de l'espace en diagonale et qui de fait vient équilibrer les masses de la partie supérieure avec la partie inférieure. Donc ça, on peut imaginer que d'une certaine façon, eh bien, Barbaro a pu remarquer à travers cette peinture de jeunesse que Véronèse avait maîtrisé d'une certaine façon la distribution des figures dans l'espace et n'était pas effrayé d'une certaine façon par des figures, par des peintures situées au plafond. Alors, Véronèse va justement réaliser le portrait de Daniel Barbaro. Il le représente avec son édition critique du De Architectura de Vitruve, et David Rossant, qui est le spécialiste américain de Véronèse, propose une hypothèse justement concernant la relation de Véronèse au projet de Palladio et de Barbaro concernant cette nouvelle villa à Nasser. Donc voilà ce qu'il propose. Daniel Barbaro est représenté donc ces deux versions de son édition critique dans l'espace du tableau à droite. Une première version qui tient en main, une deuxième version qui est adossée contre le socle d'une colonne. Et lorsque l'on compare ces deux versions, donc la version peinte de l'édition qui est ouverte, et lorsque l'on compare l'édition du traité, eh bien, David Rossant remarque que les deux jeunes enfants qui sont représentés en train de tenir un diagramme ouvert sont différents. Et voilà ce qu'il propose. Il dit que peut-être que Véronèse aurait fourni, d'une certaine façon, à Barbaro des dessins pour l'illustration de son traité. Ce qui dénote, en fait, ce qui nous ferait comprendre que Véronèse a très tôt été impliqué dans ce projet de villa à Nasser. Justement, cette villa devait agrandir une structure déjà existante. Elle se situait au cœur de la propriété achetée depuis longtemps par la famille Barbaro, et elle sera achevée vers 1558, alors que Daniel Barbaro et Andrea Palladio commencent à y travailler au début des années 1550. Alors, qu'est-ce qui motive justement cette construction architecturale et cette commande picturale et sculpturale? Alors, bien qu'étant située à une cinquantaine de kilomètres de Venise et de la mer, Nasser n'est pas un lieu de retraite. Donc, déjà, il ne s'agit pas d'une commande d'une villa de campagne, d'une villa de plaisance. Contrairement à la tradition antique des villas de plaisance, des villas urbana, c'est-à-dire telle que cette tradition est décrite dans les lettres de Pline le Jeune. Donc Pline le Jeune décrit dans ses lettres sa villa de plaisance, la villa du Laurentin. Donc lui, pour la plupart du temps, il habitait Rome, puisqu'il était un haut fonctionnaire au service de l'empereur, et pour fuir ses obligations romaines, eh bien, dès qu'il le pouvait, il partait effectivement rejoindre l'une de ses villas de plaisance, la villa du Laurentin, au sud d'Ostie. Donc pour désigner ce type d'architecture, on utilise l'expression de villa urbana. Alors c'est un mot latin qui désignait les grandes maisons de campagne de la Rome antique. Urbana désignant la partie résidentielle occupée par le propriétaire. Et ce terme d'urbana, urbain d'une certaine façon, était opposé à la partie rustique, rustica de la villa, qui, elle, en fait, était occupée par les activités agricoles, par exemple, de la villa. Alors, d'ores et déjà,
cette villa n'est pas une villa de plaisance. C'est effectivement la résidence principale des frères Barbaro. Et le fait qu'ils y vivent, et qu'ils vivent à Masser, c'est-à-dire à une soixantaine de kilomètres de Venise, eh bien, est à mettre en relation avec une transformation sociale qui pousse l'aristocratie vers la campagne au début du XVIe siècle. Alors, pour donner quelques éléments de ce contexte, donc la République vénitienne connaît un fort développement démographique, nécessitant des besoins croissants en denrées alimentaires. Venise traverse également une grave crise économique, épuisée par les guerres, ayant perdu la suprématie maritime, et également elle se trouve impactée par les découvertes de l'or en Amérique, un or qui inonde l'Espagne, le Portugal, et qui entraîne justement la faillite de ces deux principales banques. Donc, à partir de là, à partir de 1530, il est nécessaire de mettre en valeur les terres de l'arrière-pays. C'est une priorité pour la cité lagunaire, parce que ces terres de l'arrière-pays, la terra firma, vont devenir la source essentielle de nourriture et de matières premières. Donc les nobles vénitiens, et en l'occurrence la famille Barbaro, vont quitter leur palais de ville pour aller vivre à la campagne, sur leurs terres, et surtout pour aller surveiller leurs exploitations et faire en sorte qu'elles offrent un bon rendement. Donc, le nouveau mode de vie de ces patriciens entraîne un nouveau type d'architecture qui n'existe pas au début du XVIe siècle. Donc ce nouveau mode de vie entraîne l'invention d'un type architectural. Alors, cette villa, et il y a une très bonne vidéo sur l'architecture à Masser. Donc cette nouvelle villa, elle doit être à moitié palais, à moitié ferme. Donc le problème pour Palladio, c'est qu'il n'existe pas de tradition directe, il n'existe pas de tradition architecturale pour cette villa. Je l'ai précisé tout à l'heure, la villa Robana de Pline le Jeune, cette villa romaine antique, c'était une villa de plaisance, ça n'était pas une demeure à la nuit. Donc, il y a une nécessité, une villa à moitié ferme, une villa à moitié palais, puisque ce sont des nobles, des patriciens, et donc, cette nécessité pousse Palladio à inventer une unité d'habitation qui puisse servir à la fois d'exploitation agricole et de résidence aristocratique. Alors très rapidement, pour donner quelques repères aux élèves, ça me semble important. Donc on a la partie, donc ce sont les deux grandes ailes du Barchès, ces deux grands bras qui sont ouverts. Donc on a une partie qui est réservée à l'activité économique et agricole. C'est ce qu'on appelle dans la Rome antique le négocium. Donc qu'est-ce que c'est que le négocium? Ce sont tous les efforts nécessaires aux besoins vitaux. Donc il faut pouvoir rentrer les bêtes, faire rentrer les récoltes, abriter les serviteurs, rentrer les machines. Donc ce sont dans ces deux ailes de Barchès qu'on va trouver d'une certaine façon à la grange, l'écurie, le pressoir, l'abri pour les animaux, les logements des serviteurs. Alors sur le plan de la composition architecturale, elle se déploie donc comme deux bras, légèrement en arrière. C'est une forme déterminante de presque d'ailleurs toutes les villas vénitiennes de la fin de la Renaissance. Donc on a deux bras qui s'étendent de manière protectrice sur les propriétés environnantes. On a des lignes de force qui vont parcourir ces bras, et ces lignes de force sont à la fois centripètes et centrifuges, comme si d'une certaine façon ces bras se tendaient pour accueillir ceux qui s'approchent de la maison de maître. Alors, la maison de maître, justement, elle est située au centre de la symétrie, dans une esthétique dominatrice. Donc, pourquoi? Elle est située à flanc de colline,
Elle domine la plaine agricole. Elle est donc dans une position assez élevée. Elle se projette vers l'avant. Et tout se centralise à partir de cette maison de maître. Donc on a la grande route qui traverse les champs et qui se prolonge dans l'allée extérieure de la villa, qui traverse l'esplanade de la villa. Puis à partir de là, eh bien, cette symétrie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, eh bien, nous emmène, nous élève. C'est une symétrie qui hiérarchise, qui nous fait monter. Donc on se retrouve non pas au rez-de-chaussée, mais au premier étage, qui est l'étage noble. Et quand on parcourt justement à l'étage noble cette salle de la croisée, qui est le vestibule d'entrée, quand on refait un mouvement, eh bien, du fond vers l'avant et qu'on s'approche de la baie, eh bien, à nouveau, on se trouve d'une certaine façon, donc en hauteur, au centre de la villa, au centre des terres, au centre des propriétés, donc dans cette esthétique tout à fait dominatrice. Donc c'est intéressant parce que la composition architecturale, justement cet espace de présentation, permet dans un premier temps à ces propriétaires qui sont venus vivre à la campagne, dans une volonté de servir l'État, eh bien vont pouvoir, à partir de ce point de vue, surveiller en bon intendant eh bien, le déroulement des récoltes, s'assurer d'une certaine façon eh bien, de la récolte pour leurs terres. Donc on a une composition architecturale qui sert des dimensions idéologiques, une composition architecturale avec cette idée que la villa est située au centre de la propriété et qu'elle organise la région et qu'elle la domine. Tout comme eh bien, l'exprime cette fresque qui se trouve au sud-ouest de l'étage noble, dans la salle de Bacchus. Donc on s'approche un petit peu. J'analyserai après les compositions architecturales qui sont peintes par Véronèse, mais on a effectivement un paysage avec, au bout d'une allée centrale, une grande bâtisse résidentielle à plusieurs étages. Cette bâtisse résidentielle est flanquée de 2 tours qui sont crénées en signe de domination, et ces 2 tours entourent des loggias qui sont ouvertes. Et ces loggias ouvertes sont à deux étages. Devant la villa, une esplanade se déroule et est animée de petites figures. On va trouver par exemple, on imagine la famille du propriétaire qui vient saluer des visiteurs qui viennent d'arriver. On trouve également un jeune homme parti à la chasse, 2 jeunes femmes dans une petite calèche. Donc, à l'extérieur comme à l'intérieur, dans la nature organisée par l'architecture et dans le paysage peint par Véronèse, eh bien, la nature prend l'allure d'un jardin ordonné, artialisé, nouvellement organisé, reflétant de cette façon la nouvelle domination aristocratique sur son environnement, avec vraiment cette grande allée rigoureusement tracée par les rangées d'arbres qu'on va retrouver à l'extérieur de la villa, mais aussi cette loggia qui barre l'horizon, et cette architecture surélevée qui domine l'ensemble, comme prenant possession de ce qui l'entoure, à la manière d'un signe concret de domination. Donc, métaphore picturale du paysage peint à l'architecture imaginée et réalisée par Palladio. Mais ce n'est pas tout. Je l'ai dit tout à l'heure, les commanditaires sont certes de fidèles serviteurs de la République, mais ce sont aussi des humanistes, des philosophes, des intellectuels. On sait que Marc Antonio, le frère, avait une pratique amatrice de sculpteur. Alors, il faut que la villa leur permette également de vivre justement cet humanisme, de vivre cette vie intellectuelle, ce que dans le vocabulaire de l'Antiquité on appelle l'osium.
O-T-I-U-M. Donc, en quoi consiste l'Otium? C'est l'étude, c'est le travail intellectuel, mais ce sont aussi les loisirs, la chasse, la pêche, le divertissement et le repos. On en revient justement pour s'intéresser à cette catégorie de l'Otium, à la forme architecturale créée par Palladio. Nous avons 2 étages sur le devant, un étage vers l'arrière. Alors qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça permet? En plus, le fait que la maison de maître est un avant-corps qui se projette vers l'avant, eh bien, cela permet aux 3 dimensions du bloc de la maison de maître d'être dégagées, d'avoir donc des baies, des fenêtres qui donnent sur l'environnement. De fait, l'étage noble, c'est un étage qui va se trouver baigné par la lumière, qui inonde l'architecture de la maison de maître par ses 3 côtés, au niveau de ces 3 côtés. Et ils vont pouvoir, comme s'en réjouissait Pline le Jeune dans ses lettres, eh bien, contempler la nature en philosophe. Voilà. Contempler la nature en philosophe. Et pas simplement la surveiller en bon intendant.